Et nous voici donc comme promis de retour sur le plateau de Voyage au bout de la nuit pour vous lire les quelques premières pages de ce roman Je reste zen, retour de Moscou. C'est signé Coco qui nous a fait l'amabilité d'être sur le plateau il y a de cela quelques secondes. Si vous avez raté l'entretien, une émission à revoir sur le www.c8.fr. Et c'est édité chez J'ai lu qu'on remercie infiniment de nous avoir permis non seulement de recevoir Coco, de lire quelques pages de ce roman, mais surtout, et surtout avant tout, de nous avoir envoyé ce roman en avant-première avant même qu'il ne sorte, puisque je l'ai encore entre les mains et qu'il ne sortira que le 17 mai prochain. Et qu'au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes le 27 avril. C'est une primeur qui nous touche beaucoup. Merci à J'ai lu. Alors on va se replonger donc dans cet univers dans lequel nous étions avec l'auteur à l'instant. Je vous rappelle que nous suivons les aventures rocambolesques d'une mère de famille qui doit jongler entre sa casquette de mère de famille, de femme, d'épouse, de working girl aussi. Elle mène tous les fronts avec la même énergie et parfois eh bien, les choses lui échappent, mais elle reste zen. C'est un peu le principe. Alors dans le numéro 1, c'était Je reste zen pardon, avec mes enfants, mon mari, mon patron. Je craque. Et là, Je reste zen, retour de Moscou, puisque cette joyeuse famille vient d'adopter une enfant moscovite, donc russe, qui arrive dans le foyer. Et c'est justement sur l'agrément en vue de l'adoption que porte le premier extrait que je vous propose de découvrir maintenant, des extraits qui ont été choisis par l'auteur elle-même. Merci à Coco de s'être donné ce mal de nous faire eh bien, découvrir son roman par les pages qu'elle a elle-même choisies. Tendez l'oreille, ça commence tout de suite. Très belle écoute à vous. Tôt ce matin-là du mois de mai, Léa et Frédéric s'engouffrèrent dans une bouche de métro. Prendre ce moyen de transport, à Moscou, était une expérience extraordinaire. On passait d'une station digne d'une salle de réception tsarine, où des lustres majestueux étaient mis en valeur par des splendides peintures sur les murs, à des couloirs lugubres. Staline avait voulu créer sous terre le palais du peuple. Léa serrait contre elle un sac blanc orné d'un chaton. Il contenait des cadeaux pour la petite, des jouets, des feutres, un livre de contes de Perrault et quelques vêtements. Ils trouvèrent facilement le chemin jusqu'à l'orphelinat. Frédéric avait appris des notions de russe et Léa était capable de réciter le nom de toutes les stations sur le trajet qui les menait jusqu'à Natalia. Ils arrivèrent devant un bâtiment grisâtre, rectangulaire, entouré de longs sapins qui empêchaient la lumière du jour de passer. Des corbeaux croissaient, le ciel était voilé, créant une ambiance plutôt lugubre, mais Léa et Frédéric ne s'en rendaient pas compte, tout à leur joie de la future rencontre. Face au portillon, ils sonnèrent et le gardien vint déverrouiller la serrure. L'endroit était parfaitement sécurisé. Ils furent conduits dans une pièce sobre, où quelques peluches et jouets étaient bien rangés sur des étagères. La directrice de l'orphelinat les jugea un instant, puis les questionna avec gentillesse. Elle devait donner son avis pour autoriser l'adoption. Elle leur expliqua qu'ils allaient voir l'enfant, puis qu'ils auraient 24 heures pour dire s'ils l'adoptaient ou non. Natalia avait été prévenue de leur arrivée. Elle avait alors demandé si c'était papa et maman qui venaient la chercher. Pour Natalia, un père et une mère, c'étaient les gens qui franchissaient le portail de l'orphelinat. Et jamais personne n'était venu pour elle. La directrice lui avait expliqué que ce n'était pas sûr. Léa et Frédéric, un peu intimidés, patientèrent seuls pendant que la responsable allait chercher la petite. Ils restèrent silencieux, se tenant la main. Elle entra dans la pièce, une petite poupée qui avait perdu ses dents de devant. Ils restèrent 1 heure avec elle, sous la surveillance de la directrice. L'enfant était un peu amorphe, inhibé, ses gestes étaient assez lents. Dans leurs bras, elle touchait tour à tour timidement les peluches que le couple lui présentait. Léa et Frédéric étaient heureux. Chaque détail de cette visite allait être inoubliable pour leur vie entière. La directrice les raccompagna jusqu'à la sortie, continuant à leur poser des questions auxquelles Frédéric répondait dans un russe approximatif. Le couple demanda à revenir l'après-midi, ce qui leur fut accordé. Ils avaient déjà pris leur décision. On ne choisit pas un enfant. On ne voit pas un enfant pour dire ensuite qu'on n'en veut pas. Comme pour un enfant biologique, c'est le hasard qui vous fait devenir parent. L'après-midi, ils eurent le droit d'amener Natalia sur les aires de jeu, sommairement aménagées, à l'extérieur. Sa démarche était hésitante, traînante. Elle marchait sur la pointe des pieds comme les bébés. Elle joua avec les feutres qu'elle découvrait pour la première fois, créant son premier dessin, un joyeux gribouillis. Puis,
Elle voulut faire des tours dans une poussette pour poupées qui avait été mise à leur disposition. Natalia avait besoin d'être traitée comme un bébé. Léa et Frédéric se sentaient observés. Le personnel devait juger s'ils allaient être de bons parents. À un moment, Natalia se mit à circuler, jambes nues, au milieu des orties sans s'en rendre compte. Léa, surprise, l'arrêta immédiatement. Sans famille pour la câliner, la petite fille avait le sens du toucher peu développé. Ses jambes étaient couvertes de boutons et elle ne le sentait pas. En l'examinant, Frédéric remarqua aussi de nombreux bleus sur ses membres. L'heure du départ approchait. Natalia s'approcha de la grille qui enserrait l'orphelinat. Elle se mit à jeter des bâtons en disant « dom-dom », qui voulait dire « maison ». La séparation fut un déchirement. Ils savaient qu'ils allaient devoir la laisser dans cet endroit pendant 3 mois. C'était le temps nécessaire pour le passage au tribunal du jugement d'adoption. Ces mois durèrent très longtemps. Les futurs parents envoyaient toutes les semaines des lettres et des photos à l'orphelinat. Ils avaient le cœur en miettes. Les images de Natalia jetant des bâtons à travers les grilles, des câlins échangés, étaient présentes en permanence dans leurs esprits. Le jugement d'adoption, tant attendu, eut lieu en juillet. L'occasion de revoir Natalia, mais de la quitter à nouveau, car il y avait un mois de délai où toute personne pouvait faire appel de la décision du tribunal. Personne ne fit appel et enfin, ce lundi de mi-août, ils venaient d'arriver à Moscou pour ramener Natalia en France. Ils avaient choisi ce restaurant prestigieux, le Café Pouchkine, pour fêter cet événement. Le serveur venait d'apporter les desserts. Durant tout le repas, il s'était remémoré avec émotion ces derniers mois. Léa, heureuse, fixait tendrement Frédéric en savourant une vatrouchka, délicieux gâteau traditionnel russe à base de fromage blanc. Je suis sur un nuage, encore quelques formalités supplémentaires à faire, et de ce côté, nous sommes blindés. Et Natalia prendra l'avion avec nous. Pour le retour en France, est-ce que nous sommes bien prêts ? Lui répondit son mari, habitué à tout programmer. Oui, nous sommes tranquilles normalement. J'ai fini de préparer sa chambre. L'école maternelle a accepté son inscription. La nounou est parfaite. J'ai encore reçu des recommandations à son sujet. Et puis, il me reste 1 mois de congé d'adoption. Ça laisse un temps d'adaptation. Et pour ton travail, comment ça se passe avec Alexandra ? Léa eut un léger mouvement de recul. Alexandra, sa collaboratrice dans l'agence de publicité, avait tenté de séduire son mari quelques années plus tôt. Même si le temps avait passé, Léa n'aimait pas quand ce prénom sortait de la bouche de son homme. Ça va, elle a pris le relais pendant mon absence. Au vu des mails que je reçois, ça se passe bien. Alexandra. Si on pouvait parler d'autre chose maintenant. Tant mieux. Léa est en progrès. Pas de froncement de sourcils, pas d'air renfrogné en entendant ce prénom. L'arrivée de ce 3e enfant lui fait du bien. Il adressa un sourire confiant à sa femme. En plus, à la maison, je suis sûr que nous pourrons compter sur Lilou et Nathan. Ils sont tellement contents d'avoir une petite sœur. Oui, cela fait des années qu'ils nous demandaient d'agrandir la famille. Et pour Natalia, ça va l'aider d'avoir les 2 grands comme modèle pour s'adapter à sa nouvelle vie. À ce sujet, la rentrée des classes, c'est le 2 septembre. Là, je suis un peu inquiète. 2 semaines à la maison et aller si rapidement à l'école, cela ne va pas être évident pour elle. Nous en avons déjà longuement discuté. Si elle reste 1 mois en totale fusion avec toi, ça sera encore plus difficile. Il vaut mieux qu'elle fasse la rentrée scolaire en même temps que les autres enfants. Tu seras présente pour alléger son arrivée dans ce nouvel univers. Par ailleurs, tu auras toute la paperasse française à gérer et il vaut mieux que tout soit réglé quand tu retourneras à l'agence. Quand je pense que j'ai dit au tribunal que je resterai à la maison pour la garder, lui répondit Léa avec un soupçon de culpabilité dans la voix. Tu n'avais pas le choix. La femme russe quitte son emploi quand elle a des enfants. C'est culturel. Toi, en France, tu as déjà élevé 2 enfants en travaillant. En plus, je t'ai dit que je réduirais mes déplacements professionnels cette fois. C'est aussi pour que tout se passe bien que nous avons avancé notre voyage à Moscou d'1 semaine, pour que Natalia ait un temps d'adaptation le plus long possible avec toi avant son entrée en maternelle. À ce sujet, le dernier mail de l'avocate était assez sec. Elle n'a pas trop apprécié qu'on ne respecte pas son planning. C'est pour le bien-être de notre fille et c'est notre priorité, répliqua fermement Frédéric. Ouais, tu as raison. Ma priorité, c'est toi et nos enfants. Certes, notre couple a eu des hauts et des bas, cela fait partie de la vie. Tous les 2, nous sommes forts. Nous avons déjà affronté des tempêtes et nous sommes toujours là. Je t'aime, Léa. Nous sommes prêts à accueillir ce 3e enfant. Le riche moscovite était en train de déguster son dessert. C'était l'heure du choix. Les 7 call girls minaudaient autour de lui. Il posa sa main sur le bras de l'une d'entre elles, une splendide brune aux yeux verts.
Il se leva et la jeune femme à son bras se dirigea vers la sortie. Sur le pas de la porte du restaurant, celle-ci, ravie d'avoir été choisie, fit un signe amical de la main à ses collègues. Observant ce manège, Frédéric sortit machinalement son téléphone de la poche de sa veste. Absorbé par la discussion avec sa femme, il n'y avait pas touché depuis longtemps. « Léa, il y a un message du cabinet d'avocat. »« Oui, susurra-t-elle, encore émue par les derniers mots de son homme. « L'avocate ne peut plus nous accompagner dans les démarches. Elle a écrit que nous n'aurions pas dû avancer notre voyage et qu'ils sont trop débordés cette semaine. C'est une stagiaire qui a la charge de notre dossier maintenant. C'est elle qui va nous expliquer ce qu'il faut faire. Nous allons devoir nous débrouiller quasiment seuls pour ramener Nathalia en France. » Voilà pour ce premier extrait choisi par l'auteur elle-même, Coco. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle que nous découvrons d'extrait en extrait, des extraits choisis par l'auteur elle-même, ce nouvel opus de Je reste zen qui s'intitule Je reste zen, retour à Moscou. C'est signé Coco et c'est paru aux éditions J'ai lu. Le deuxième extrait choisi par l'auteur commence maintenant. Je vous en souhaite une très très belle écoute. Alexandra les attendait devant la porte de la salle de la réunion, accompagnée de Patrick. Il fixait le décolleté de sa robe portefeuille comme un lapin hypnotisé par les phares d'une voiture. Léa, qui n'avait plus qu'une envie, se retrouver dans un environnement plus apaisé, se décida à faire un compliment. « Tu as une très belle robe, Alexandra. »« Oui, c'est un ami créateur, je suis complètement fan. » Léa alla s'asseoir un peu envieuse du sex-appeal de sa collègue, toujours à la pointe de la tendance. « C'est quoi la marque de ce créateur? Déshabillez-moi tout de suite. Si je veux reconquérir Frédéric, c'est cette robe qu'il me faut. » Léa se concentrait. Elle se souvint des mots de Maria qui arrivait, elle, à faire participer son homme aux tâches ménagères à l'aide de son jeu des petits papiers. Puis soudain, se sentit vaguement honteuse quand l'image de William en boxeur lui apparut furtivement. Le directeur de la communication de Boulati arrivait au bout du couloir. Alexandra se précipita pour l'accueillir, tout en ondulant du bassin. Léa la regardait du coin de l'œil. « Je sais que tu veux être sur le devant de la scène, mais cette fois-ci, ce sera moi. J'ai travaillé mon concept à fond. Je suis dans les starting blocks, chauffé à bloc, comme une merguez, sur le grill. » Tous les participants étaient maintenant installés autour de la table. D'habitude, c'était Patrick qui lançait les réunions, mais probablement ensorcelé par Alexandra, il la laissa faire l'introduction. « Bonjour à tous », susurra-t-elle en rejetant ses cheveux en arrière. « Je vais vous présenter mes idées pour la prochaine campagne de Boulati. Pour arriver à se différencier des sites de vente en ligne, je propose de mettre l'accent sur les services après-vente. Même si Léa, sa patronne, Alexandra avait besoin de remplir le vide de son existence en attirant l'attention sur elle. Léa se leva et s'approcha d'elle. « Ma cocotte, je vais t'atomiser. Tu vas finir avec du persil dans le bec et un oignon. Ailleurs. » C'est une excellente idée, Alexandra, mais cela a déjà été fait. Je vous suggère d'innover pour vos produits d'électroménager et de multimédia. Il est prouvé que les hommes qui font le ménage font l'amour plus souvent, avec des tâches bien réparties, et il y a moins de conflits dans le couple. C'est du temps de gagner à passer sous la couette. Et madame, plus détendue, sera plus encline à passer à l'acte. Depuis sa séparation avec Frédéric, elle commençait à être en manque de câlins. Sous l'œil médusé de l'assistance, elle écrivit sur le paperboard « Partage des tâches, séduction, sexe. Ménage égale sexe, repassage égale sexe, presse purée égale sexe. » Comment séduire une femme? Voici le thème que je propose pour la nouvelle campagne de Boulati. « Oui, Léa, tu peux développer ?» demanda Patrick, un peu surpris. « Je suggère une campagne d'affichage en magasin. Pour chaque type d'appareil, il y aura une photo d'un homme en pleine action, tout simplement pour montrer que les tâches peuvent être partagées. » « J'adhère à ce concept, » reprit Patrick. « C'est logique, la femme libérée de certaines contraintes sera plus disponible. Un couple, c'est du partage. Les sites de vente en ligne restent très informels dans leur communication, alors qu'avec des messages de ce type, nous allons montrer que Boulati se préoccupe du bien-être de ses clients. »« Ce n'est pas un peu sexiste comme idée ?» riposta Alexandra. Léa sur d'elle enchaîna. « Ça pourrait l'être. Il faut juste un pendant pour l'homme en faisant l'inverse. » Comment séduire un homme? Il suffit de bien choisir les produits en fonction des goûts de chaque sexe. L'homme aime les bons petits plats faits maison. C'est une affiche de madame en train de cuisiner à la plancha qui va lui donner envie d'acheter ce produit. Nous pouvons aussi faire des photos de couple. Faire des choses ensemble, c'est le ciment d'une relation amoureuse. Et pourquoi ne serait-ce pas le cas des activités domestiques? Cuisiner de concert, égoutter les plats, voire plus si affinité, c'est un plaisir. On peut passer le plumeau sur les étagères, mais pas seulement, renchérit Victor en souriant. Le directeur de la communication de Boulati, qui avait écouté avec attention, prit la parole. « Votre idée m'intéresse beaucoup.
Par ailleurs, nous avons créé un rayon sex toys. Face à la concurrence des sites internet, il faut offrir le plus de choix possible aux consommateurs qui se déplacent en magasin. Ce rayon marche mal. L'une des raisons est que les vendeurs n'osent pas en parler. L'autre, c'est que ce n'est pas un domaine d'activité cohérent avec notre image actuelle. La campagne que vous proposez permettrait de mieux intégrer ces nouveaux produits dans les boutiques. Léa se servit un verre d'eau. Des sex toys à côté des machines à laver, c'est particulier tout de même, quoique faire l'amour sur une machine à laver. Léa, concentre-toi sur la réunion. Et c'est ainsi sur cette note d'humour un peu sexy, que s'achève le deuxième extrait que je vous propose de découvrir de ce roman signé Coco et paru aux éditions J'ai lu, intitulé Je reste zen, retour de Moscou. C'est un roman qui paraîtra dès le 17 mai, que j'ai ici entre les mains, et duquel je vous fais découvrir quelques courts extraits assez bien choisis par l'auteur elle-même, une auteure qui nous a fait l'amabilité d'être sur ce plateau lors de la précédente émission pour un entretien que je vous invite à revoir sur le replay www.c8.fr. Pour l'heure, il est temps de découvrir un nouvel extrait, toujours choisi par l'auteure elle-même. Très belle écoute à vous. Ce jeudi soir, fin de novembre, elle déprimait. Assise à côté de la fenêtre du salon, les yeux fixés sur son téléphone. Elle venait de recevoir un texto de Frédéric, aussi laconique que ceux envoyés par la Sécurité sociale ou Pôle emploi. Serait pas là ce week-end, raison professionnelle. Victor jeta un œil par-dessus son épaule et lut le message. Léa, arrête. Ne touche plus à ton mobile. Tu te fais du mal pour rien. Elle ne répondit pas. Ses yeux erraient dans le vide, puis revenaient, comme magnétisés sur l'écran de son portable. Son ami se sentait impuissant devant son désarroi. Il se rendit dans la cuisine et lui prépara un mojito. Il revint dans le salon, 2 verres à la main. Entendant le bruit des glaçons s'entrechoquer dans le mélange de rhum et de menthe, Léa se releva sa tête. Victor esquissa un sourire. « Allez, ma belle, reprends-toi en main. » Il posa les 2 verres sur la table du salon et remua le mélange avec l'agitateur, écrasant la menthe avec dextérité. Léa finit par se lever. Rusé, il avait utilisé un vieux réflexe pavlovien pour sortir son ami de sa torpeur. Le bruit des glaçons dans le verre à cocktail. Sa méthode était scientifique. Personne ne pouvait résister au phénomène biologique. Mélancolique, Léa s'affala dans le sofa. Je suis passé à côté de mon couple. J'ai tout fait de travers. Arrête de t'auto-flageller. Un couple, c'est 50-50 et chacun a sa part de responsabilité quand il y a des problèmes. Justement, les problèmes, nous ne pourrons pas les régler si Frédéric continue à me fuir comme ça. Victor se fit glisser le verre sur la table en direction de Léa. Sois patiente. Mon couple n'est pas parfait, mais c'est ce que j'ai de plus important avec mes enfants. Je comprends bien. Tu sais, je suis un intermittent du célibat. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, je crois que c'est le bon et au final, je me retrouve seul. Ma rupture avec Mathis cet été, ça m'a dévasté. J'ai eu le cœur brisé et j'essaie d'en recoller les morceaux petit à petit. Il faut continuer à se battre, Léa. Pardon, Victor, je passe mon temps à ressasser mes problèmes et j'oublie que pour toi aussi c'est difficile. Victor avala une gorgée du mojito. T'en fais pas. Nous sommes dans la même galère et déjà ta présence me fait un bien fou. Allez, vite ton sac, ça te fera du bien. Je pense que je le séduis plus. Mais si, t'es ravissante. Avec ses rides au coin des yeux et mes kilos en trop. Tes rides? Mais elles sont magnifiques, tes rides. Elles prouvent que tu souris. Des kilos, il faudrait que t'arrêtes d'en perdre. Les hommes n'aiment pas les os. Il n'y a que ton chien qui les adore. La beauté vient de l'intérieur, même si à l'intérieur il y a un fondant au chocolat. Je vais te le prouver. Victor attrapa sa tablette et se mit à surfer sur le web. Son ami le regardait manier l'écran avec dextérité. Il cherche le régime qui ne te fait pas prendre 5 kilos dès que tu l'arrêtes. Ce passionné de la cosmétique me commande une de ses crèmes anti-rides. Qu'est-ce que tu fais? S'enquit Léa, piquée par la curiosité. Eh bien, voilà, ma belle. Tu es inscrite sur un site de rencontre. Bienvenue au club. Oh non, hors de question. Je fais un break avec mon homme, je drague pas. C'est pas le sujet. T'as besoin de retrouver le moral. Je vais te prouver que tu peux séduire. Et t'inquiète pas, Frédéric pourra pas le savoir. J'ai mis une photo d'une de mes amies qui vient de partir en Australie. Elle te ressemble vaguement. Hors de question. Son collègue se tourna vers elle, les yeux remplis de tristesse. J'ai besoin de toi. J'en peux plus de me retrouver seul devant ces écrans à la recherche de l'homme de ma vie. Soutiens-moi, s'il te plaît. Léa sentit qu'il avait besoin d'aide. Son vague à l'âme était évident. D'accord, mais pas question de rencontrer quelqu'un dans un café. C'est sympa, tu vas voir. Nous allons pimenter nos soirées. Et maintenant, t'éteins ton téléphone. Laisse du temps au temps et occupons-le de manière plaisante en attendant des jours meilleurs. 1 heure et 2 mojitos plus tard,
Elle s'était prise au jeu. Les deux colocataires, un peu éméchés, commentaient à tour de rôle les profils des candidats du cybercatalogue de l'amour. Léa lisait avec intérêt un message laissé à son attention par un homme prénommé Valentin. « Viens voir Victor, comme c'est romantique. » « Oh, laisse tomber, c'est trop parfait. Soit c'est une femme qui l'a écrit, soit ça veut dire « quand est-ce qu'on baise ?» Attends, je clique sur les photos. Oh, il est tout nu. Ah ouais, t'as raison, hein, c'est pas du romantisme. Léa continue à passer en revue les différents profils. Un autre tout nu. Ce site, c'est une base de recrutement pour un club de naturistes. Il y en a de toutes les tailles et de toutes les couleurs, tiens, un self-fesse. Ça, c'est une belle photo de cul. Cache tes yeux, lui répondit son collègue hilar. Regarde, nous avons trouvé le même. D'accord, inscrit sur les deux sites, celui pour les femmes et celui destiné aux hommes. Eh ben, à voiler à vapeur, quel gourmand, répliqua son complice. Encore un qui ne sait pas ce qu'il veut plutôt. En plus, les photos n'ont souvent pas de rapport avec la personne qui se pointe au rendez-vous, s'esclaffa Victor. Je suis sur le profil d'Arthur que j'ai déjà rencontré. Il est taillé comme une statue grecque, mais les clichés datent un peu. Quand je suis allé au rendez-vous, je ne l'ai pas reconnu. Il avait dû prendre une vingtaine de kilos entre-temps. C'est vrai qu'il faut les décoder, ces photos, lui répondit Léa. Les photos sur les sites de rencontres. Le timide qui a mis la photo de son meilleur ami. Vous croyez rencontrer un canon aux tablettes de chocolat, ce sera un boulet aux abdos en Nutella. Des menottes. Bon, à la limite, si c'est Christian Grey, bien vérifier que c'est lui tout de même. Celle empruntée au catalogue de la Redoute, reconnaissable à la chemise, impeccablement repassée. Le barbu à lunettes noires, qui se cache vraiment derrière pour ceux ou celles qui aiment l'aventure. Un ballon de rugby, foot ou basket. Vaut mieux être fan de sport, autrement vous risquez de vivre de grands moments de solitude. Des endroits de rêve. Pourtant, il se fait payer son café lors de votre premier rendez-vous. Il cherche un sponsor pour financer son prochain voyage peut-être. Des jumeaux. Si vous avez une jumelle, pourquoi pas. Dans le cas contraire, prévoyez des barres énergétiques. Un chat. Oubliez, il vous rappellera votre belle-mère. 2 bras entièrement tatoués. Vous risquez d'y lire les prénoms de ses précédentes conquêtes. Celle dont le propriétaire a 15 ans de moins que l'âge affiché. En cas de rendez-vous, demandez la carte d'identité pour éviter de finir au poste de police. 15 ans de plus. Chat, je suis ton père. Chat, c'est moi, Dark Vador. Chat. Un gâteau. Avec un prince charmant pâtissier, vous risquez de prendre 5 kilos. E.T. Si une aventure spatio-temporelle vous tente. L'homme décathlon. Il pose avec ses jumelles, un coupe-coupe, son canif et une paire de talkie-walkie. C'est parfait dans le cas où vous souhaitez vous préparer pour Koh-Lanta. Une courgette ou concombre ou carotte. Ne vous méprenez pas. Non, ce n'est pas pour faire une soupe. Pas de photo? Si vous faites partie de l'équipe de l'agence Tourisque, pourquoi pas? Et c'est ainsi sur ces descriptions des photos des sites de rencontres que s'achève donc le dernier extrait que nous aura permis de découvrir non seulement l'auteur Coco, mais aussi l'éditeur J'ai lu de ce tout nouveau roman intitulé Je reste zen, retour de Moscou. Je vous rappelle, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, que nous avions lors de la précédente émission la joie et l'honneur de recevoir sur ce plateau Coco, l'auteur de ce roman, mais aussi du premier intitulé Je reste zen, mes enfants, mon mari, mon patron, je craque, et que nous avons discuté avec Coco pendant près d'une demi-heure, d'entretien que vous pouvez revoir sur notre site, sur le www.c8.fr, où tous les replays vous sont proposés, y compris celui-ci qui se termine à l'instant. Cette émission sera dans quelques secondes à peine disponible sur le site internet. Vous pourrez donc la partager avec les vôtres, notamment sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et puis pour les infos pratiques, je remercie infiniment Coco et J'ai lu, et je vous rappelle que Je reste zen, retour de Moscou, le deuxième opus de cette série de Je reste zen, signé Coco, disponible chez J'ai lu, sort dès le 17 mai 2017. Merci à tous d'avoir suivi cette lecture et à très vite sur C8 pour d'autres aventures littéraires. D'ici là, prenez soin de vous et restez zen. Ciao.